été préparé par notre camarade Émile Grévoul, secrétaire général de l'Union départementale des syndicats CGT du Gard. Un printemps extraordinaire. On ne traduit pas de tel printemps, si riche en couleurs, si intense, si extraordinaire. Images prises au hasard, séquences, bribes, fragments, points de repère, maigre butin d'une si grande lutte. Filmé, il en restera toujours quelque chose. C'est là le but, la seule ambition de cette projection, qu'il en reste quelque chose, pour ceux qui l'ont vécu et pour après. Tout a commencé? Non. Les événements de mai n'ont commencé ni le 13 ni le 17. C'est bien avant qu'il faut en rechercher les causes. Il est vrai cependant que la répression féroce des étudiants au quartier latin, dans la nuit des 10 au 11 mai, a donné le signal d'une riposte foudroyante de la classe ouvrière. Dès les premières heures de la matinée du 11, la CGT est à l'initiative partout pour l'organisation d'un vaste mouvement de protestation pour le 13. Dans le Gard, l'Union départementale contacte d'urgence les autres organisations et mobilise tous ses militants pour préparer la grève de 24 heures et la manifestation départementale de Nîmes. L'une et l'autre sont un succès sans précédent. L'après-midi du 13, l'UD Force ouvrière rejoint les autres organisations et participe à la manifestation. Cette journée mémorable de solidarité avec les étudiants et de la lutte contre la répression devait être le détonateur des grands mouvements de mai. Mais c'est sans surprise que la commission administrative du 22 mai enregistre un développement impétueux du mouvement de grève avec, pour la plupart des cas, des occupations d'usines. C'est le résultat d'un travail persévérant d'explication et d'une action sans désemparer depuis 58. La CGT s'honore aujourd'hui d'avoir pu être la seule organisation syndicale ouvrière fidèle à sa classe en toutes circonstances et plus particulièrement dès le premier jour de la venue de De Gaulle au pouvoir. Ce 22 mai, nous saluons les 60 000 grévistes de notre département. Combien y en aura-t-il demain? 70? 80? Il y en eut jusqu'à 90 000. De Gaulle ne parlait-il pas en 1960 des vestiges de la lutte des classes? Quel démenti lui infligent les cheminots, les travailleurs du trust Perrier, ceux du bâtiment, les métallos de Bessèges, Tamaris, les mineurs qui ont comme un arrière-goût de 1963, les postiers, ceux de l'EDF, des produits chimiques de l'Ardoise, de Salindre, de chez Rey, les jeunes syndicats de chez Saltel, du Taureau, d'Éminence. Les gars du bâtiment, ceux du site de Marcoule, avec les techniciens du CEA et tant d'autres. Tout ce monde du travail, manœuvres ou ingénieurs, techniciens ou employés, jeunes, femmes, espagnols, algériens, fraternellement unis, attelés à la même cause, s'organisent et prennent place dans ce combat sans précédent de la classe ouvrière. Au fil des jours, malgré les embûches et les tentatives de faire dévier le mouvement de ses véritables objectifs, celui-ci grandit. Le pouvoir ne néglige rien pour présenter le mouvement comme un acte anarchique et insurrectionnel. Il trouve des alliés spontanés, c'est le moins qu'on puisse dire, d'un certain groupement gauchiste qui pousse aux exactions. Le pouvoir se complaît dans le climat d'émeute. Il le crée en provoquant. Effrayer les populations, les désolidariser de la lutte de la classe ouvrière pour mieux la frapper. Tel est son but. Il est prêt à le faire. Charonne n'est pas si loin.
et c'est à une autre échelle qu'il voudrait le renouveler. Depuis le début, jusqu'aux ultimes prolongements du mouvement, la CGT n'a cessé de riposter à de telles manœuvres. À plusieurs reprises, Georges Ségui, la CGT rejette les accusations lancées par le chef de l'État contre les organisations syndicales dont il dénature sciemment les objectifs. Lui et son Premier ministre, tout comme le patronat, connaissent de longue date les revendications des travailleurs qui sont les raisons de la grève. Les images du mouvement, des occupations d'usines, celles des manifestations ouvrières, montrent bien que le scénario de la grève insurrectionnelle était monté de toutes pièces. Le calme, la discipline, l'organisation ont dominé toute la grève et guidé ses objectifs. Les revendications négligées, le véritable dialogue refusé, le travail méprisé par le pouvoir et le patronat, telle est l'unique source de cette explosion gigantesque et unanime.
Plus de 5000 chômeurs dans le Gard, des jeunes surtout. 50 000 travailleurs qui n'ont même pas 60 000 anciens francs par mois pour faire vivre leur famille. Et tous les autres, qui ont de moins en moins de moyens pour satisfaire leurs besoins qui croissent au rythme du progrès. Ainsi ont pris corps des revendications solides, des exigences que l'on ne peut pas éternellement repousser. La grève s'étend, l'occupation des usines aussi. La vie économique est paralysée. Pas de train, pas de courrier, pas d'essence. Mais l'animation des travailleurs n'en est pas moins grande. La solidarité est organisée de main de maître. La chaîne, la vraie, celle de la solidarité, tous les jours elle s'étire. Jamais la vieille bourse du travail de Nîmes n'avait connu une telle animation. Les enfants des grévistes ne sont pas oubliés. L'homme ou le futur n'est-il pas le capital le plus précieux? Merci au passage aux municipalités ouvrières, celles de Nîmes et d'Alès en particulier, de leur aide et au Conseil général qui a répondu favorablement à notre demande. On campe, on a pris place partout. C'est du solide, on le sent. Des assemblées de jeunes, de femmes travailleuses soulignent l'intérêt que nous portons aux problèmes particuliers à ces catégories. Des réunions par dizaines, par centaines, 14 grands meetings de l'UD pour les seules journées des 24 et 26 mai.
Édité par les grévistes, acheminé et diffusé par d'autres, la vie ouvrière est à sa place, aux premières lignes du combat des travailleurs. La CGT parle, ses dirigeants et militants donnent leur opinion. La CGT s'exprime, consulte les travailleurs. C'est cela aussi l'unité. Ne se trompant pas sur le rôle joué par la CGT, par centaines, par milliers, les travailleurs adhèrent, constituent leur syndicat. Les cartes manquent. On en édite à la Ronéo. Quel courant, quel enthousiasme. En quelques jours, 115 syndicats nouveaux se constituent. 4200 adhérents prennent place dans la CGT, des jeunes et des femmes surtout. Si la population n'a pas été privée d'eau, d'électricité, de gaz, de pain, de lait, de soins d'hygiène, si durant les 3 ou 4 semaines d'occupation d'usine, tous les moyens de production ont été soigneusement entretenus, le mérite n'en revient pas au pouvoir, ni au patronat, mais aux travailleurs et essentiellement à la CGT. Elle a dû plus d'une fois faire prévaloir son point de vue sage et sa haute conscience. L'ardoise avec ses fours si délicats, Marcoule aux installations si complexes, les usines à gaz, transformateurs et autres usines à matériel précieux. Rien n'a subi une quelconque détérioration. L'entretien a été impeccable. Quelle maturité! Alors que la bourgeoisie sacrifie les intérêts nationaux pour ses seuls profits. La classe ouvrière prouve qu'elle est bien la classe de l'avenir. La contradiction fondamentale entre le capital et le travail s'illustre avec un dynamisme et sur une étendue jamais égalée dans notre pays. Le 30 mai, dans l'unité la plus complète, c'est la gigantesque manifestation de Nîmes. Combien sont-ils d'hommes, de femmes, de jeunes, d'immigrés espagnols, portugais, algériens? Combien? 30, 35, 40 000 au moins. C'est un fleuve compact, bouillonnant, impétueux, alimenté par ses affluents naturels descendus des Cévennes, d'Alès, de la Grand-Combe, de Bessèges du Vigan, de la Gardoninque, refluent des côtes du Rhône, de l'Ardoise, Bagnols, Villeneuve, Beaucaire, remontant de la mer du Gros-du-Roi, Aigues-Mortes, Saint-Gilles. Les voiles qu'ils portent expriment les besoins. Elles ont des noms d'escales que l'on veut atteindre. Et, naturellement, comme le fleuve coule vers la mer, dans l'air claquent les cris d'espérance, animés par la volonté d'aller vers la terre promise. Là encore, la CGT a tout mis en œuvre pour que se réalise cette union indispensable des forces de gauche. Tous leurs représentants sont là. Oublier l'extraordinaire meeting historique. 36, la libération, c'est plus encore. Le pouvoir et le patronat cèdent. Des premiers résultats. Ils sont à la mesure du mouvement. C'est d'abord Grenelle. Pas d'augmentation inférieure à 10%. Le SMIC est augmenté d'un coup de 35%. Le salaire minimum agricole de 56%. C'est la reconnaissance de droits réels pour la première fois dans l'histoire du mouvement ouvrier. Libre exercice de l'activité syndicale à l'entreprise, collectage des cotisations,
diffusion de la presse syndicale, reconnaissance des représentants syndicaux et réduction du temps de travail sans diminution de salaire, aménagement important consenti aux travailleurs sans emploi, refonte et généralisation des conventions collectives. Dans bien des professions, grâce à des discussions après le constat de Grenelle, toutes ces concessions générales et de base sont nettement dépassées. Dans le secteur public et nationalisé, l'augmentation est de 13 à 17%. Certains salaires les plus bas augmenteront de 20%. Les journées de grève sont intégralement payées. Pour l'ensemble, c'est un succès sans précédent. Des années de refus et d'arrogance qui sont bousculées comme jamais. Les comptes en retard commencent de se régler. La reprise s'amorce. Mais le pouvoir et le patronat manœuvrent en reculant. Certains secteurs, dont la métallurgie, sont laissés pour compte dans les négociations, tels Tamarise et Bessèges. Hargneux, ils tentent une nouvelle provocation. C'est leur méthode favorite. À l'appel de De Gaulle, des groupes factieux dits d'action civique font régner une atmosphère de violence et de peur. Les grilles de la sécurité sociale à Nîmes sont arrachées, les employés calomniés, menacés. L'action civique déploie une démagogie effrénée pour dresser les assurés sociaux et les familles contre les employés. C'est pourtant chez eux que le civisme est élevé. Aux allocations familiales et à la sécurité sociale, ils font du travail bénévole pour liquider les dossiers les plus urgents, effectuer les paiements des familles. La CGT riposte et fustige les perturbateurs. Peu à peu, l'activité se normalise au fur et à mesure des succès nouveaux enregistrés. Le comité général de la CGT dans le Gard est convoqué à Uzès. Il tire les premiers renseignements, analyse les succès. Comme le printemps 68, ils sont extraordinaires. Qui peut sérieusement prétendre le contraire ? Sur la place des Carmes, pleine à ras-bord, les orateurs parlent. Le peuple du Gard écoute et répond. CGT, unité, union. Bien sûr, tout n'est pas réglé. Faire appliquer, consolider, élargir cet acquis considérable, c'est cela qui reste à faire. Mais n'est-ce pas la mission d'une organisation syndicale, celle de la CGT ? Œuvrer toujours plus à la lutte quotidienne pour la défense des revendications. Rechercher passionnément l'unité des travailleurs pour assurer le succès de leur combat. Travailler sans relâche à l'union des forces de gauche dans notre pays, à l'élaboration commune d'un programme de véritable progrès social pour hâter la relève démocratique du néfaste pouvoir gaulliste. C'est là la voie exaltante qui demande beaucoup de persévérance, de ténacité et de raison. Elle conduit au sommet rayonnant du socialisme qui, en rejetant à jamais l'exploitation de l'homme par l'homme, instaurera une société fraternelle, projetée sans entrave vers l'insondabilité du progrès universel. Ce printemps extraordinaire nous aura fait avancer dans cette lumineuse voie. La classe ouvrière et la vigilance, elle ne se laissera pas déposséder du fruit de son combat. La CGT, quant à elle, fidèle à ses engagements et ses déclarations, fera tout pour que se consolide l'unité de la classe ouvrière et l'union sans exclusive des partis de la gauche authentique.